Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité Carole Servel, bonjour. Bonjour Denis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maire Les Républicains de Val-de-Blore. Alors on va commencer par l'actualité de ce week-end. On attend encore beaucoup de neige ce week-end à la Colmiane, le domaine skiable de Val-de-Blore. Est-ce que vous assumez d'avoir fermé la station dimanche dernier? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est une décision qui a été réfléchie et bien réfléchie et qui est complètement assumée. Fermée ce 24 mars dans d'excellentes conditions puisque nous avons eu une excellente fin de saison avec un enneigement exceptionnel. Inespéré et surtout exceptionnel, qui continue. Mais il faut savoir que la Colmiane est une station aussi qui est ouverte à l'année. On parle toujours du 4 saisons. On en parle, mais nous l'avons fait depuis 2 ans. Et donc, il faut qu'il y ait une gestion après une fermeture, avec un repos des équipes, puisque nous n'avons pas que des saisonniers, mais du personnel permanent qui a besoin aussi de se reposer. Il y aura une petite coupure d'1 semaine pour tout de suite préparer l'ouverture des activités d'été. Donc pas de regret? Aucun. Quel bilan tirez-vous de cette saison qui a été particulière, parce que peu de neige pendant un bon moment et ensuite beaucoup de neige? Alors effectivement, ça fait depuis l'année 2020, après Covid, que nous, malheureusement, subissons ces problèmes de climat où pas de neige depuis 3 ans, donc avec des saisons extrêmement difficiles. Et pourtant, nous avons à nouveau eu un record de fréquentation et nous sommes sur l'année 2023-2024 sur un record financier. C'est-à-dire en termes de fréquentation, en termes de finances, ça veut dire quoi en chiffres? Eh bien, alors, c'est peut-être pas les chiffres les plus parlants parce qu'on reste une petite station avec un budget assez modeste, mais en tout cas, les chiffres sont en progression. L'année dernière, nous avions progressé de 15%, cette année encore, donc c'est une année excellente. Alors c'est assez paradoxal parce que les prévisions sont très pessimistes pour l'avenir. Or là, vous venez de nous le dire, vous venez de vivre une année exceptionnelle. Est-ce que ça remet en question la manière dont vous abordez les années à venir ? Alors je pense que surtout c'est rassurant pour nous parce que ce qui a été initié depuis plus de 30 ans, c'est que nous n'avons pas misé sur uniquement l'hiver, la station de ski, c'est que les problèmes environnementaux, les problèmes aussi d'avenir, nous l'avons anticipé avec cette diversification des activités. Puisque nous avions une diversification qui est très Donc importante là, à la Colmiane. cette saison, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas le fruit du hasard. C'est que du bonus. C'est que du bonus, mais c'est surtout pas le fruit du hasard. C'est aussi le fruit d'un travail et d'une réflexion et de choses qui ont été mises en place, notamment avec les investisseurs, avec les investissements d'enneigeurs, très haute performance, qui nous permettent aussi d'avoir un outil de travail important et surtout des équipes avec des hommes de terrain et sur le terrain qui font un travail exceptionnel avec un domaine skiable, même s'il est ouvert qu'à 50% quand on n'a pas de neige, mais on garantit que l'on puisse venir skier et faire d'autres activités à la Colmiane et à Val-de-Blore. Cet enneigement exceptionnel de fin de saison, il ne remet pas en question le réchauffement climatique pour autant, hein? Non, on est bien conscient. On constate une dégradation avec le temps de la neige, hein? Tout à fait. On a surtout beaucoup de variations de température, un décalage de saison. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, on le prend en compte. Le 6 février, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Les stations de montagne face au climat ». Il est très critique envers la gestion des stations de ski. Pas particulièrement, il faut bien dire, la Colmiane. Vous n'êtes pas les plus critiqués, loin de là. Mais quand même, d'une manière générale, il est très critique envers la gestion des stations de ski en termes d'adaptation au changement climatique et de déficit financier. Est-ce que vous partagez ces conclusions ? Alors effectivement, je pense que la Colmiane est un petit peu à part et aujourd'hui, elle est plutôt un exemple, un modèle pour toutes les stations, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris ce virage de la diversification du toute saison, au-delà de l'été, du toute saison. Nous proposons de nombreuses activités et on ne parle pas que de la station, puisque c'est un village station. Absolument.
Voilà, donc une commune qui est C'est Val-de-Blore, qui dynamique. est un grand village, hein, très étendu. Tout à fait, c'est une commune qui est dynamique et on Très beau couple village. effectivement la station, le village, mais aussi au-delà et bien au-delà, tout le territoire avec la vallée de la Tinée et la vallée de la Vésubie et le syndicat mixte qui a fait de nombreux investissements sur différents points touristiques. Alors, on parle de diversification sur l'équilibre financier. Le rapport de la Cour des comptes pointe aussi un déséquilibre structurel sur les stations de ski. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait augmenter le prix des forfaits pour que les contribuables n'aient plus à mettre au pot? Alors de toute façon, il faut avoir un équilibre financier, c'est aussi une obligation. Alors il faut augmenter, il faut faire les choses en Mais conséquence. est-ce que c'est normal que les contribuables aient à financer l'activité de ski? On pourrait dire que c'est une activité de loisir réservée plutôt à des élites. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous le défendez? Alors, je suis je suis pas d'accord avec vous. Les skieurs ne financent pas les investissements. Ils proposent une activité. Quand vous allez faire une activité, quelle qu'elle soit, dans un parc d'attractions sur le littoral, c'est la même chose. Vous payez un droit d'entrée. C'est la même chose pour skier. Ouais. Et alors, pour aller dans votre sens, on dit aussi que c'est l'aménagement du territoire, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces investissements publics, il n'y a pas de fréquentation bien moindre de ces villages, et c'est ce qui permet de faire vivre des gens, de leur fournir du travail, Tout à fait. un avenir. Alors, on ne vit pas que du tourisme, puisqu'il y a aussi une activité locale, mais dans nos milieux ruraux, dans nos milieux de montagne, la vie, elle est difficile. Et puis, effectivement, ces investissements, ces activités, elles génèrent de l'emploi, elles permettent à des familles de rester sur notre territoire, d'y vivre. Ça fait vivre aussi nos écoles, ce sont des familles qui s'installent. C'est une vie. Alors, vous nous l'avez dit, la station rouvrira le 20 avril ses activités d'été. À ce sujet, nous vous proposons de regarder ce micro-trottoir réalisé à Nice par notre confrère Tristan Gasparot. Alors l'hiver, quand on a des vacances ou un week-end, on pense immédiatement à la montagne pour aller faire du ski. Mais on a beaucoup moins de réflexes l'été ou hors saison. Alors nos stations sont-elles toujours attractives à ces périodes? Je vous laisse écouter les réponses. Ça dépend lesquelles. Comme il y a de moins en moins de neige, il faut aussi un petit peu développer autre chose. Ça nous arrive pas trop d'y aller en dehors des périodes d'hiver parce que bon, l'été on est plus à la plage, on est sur la côte d'Azur donc c'est mieux d'aller au bord de l'eau quoi. On a une chance incroyable. Je suis niçoise, on habite à 1h30 de la montagne et on peut y passer simplement le week-end ou la journée et redescendre chez soi et couper de notre quotidien. Je pense que peut-être s'il y avait un petit peu plus d'offres, on serait peut-être plus tenté d'y aller et aussi peut-être des partenariats avec les écoles ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps et c'est pas le premier truc qu'on se dit qu'on va faire hors période en fait. Alors, ces personnes ne le savent peut-être pas forcément, mais la Colmiane est d'une des stations qui a le plus développé ses activités hors ski, avec notamment la célèbre tyrolienne, la luge d'été et l'acrobranche. Quel bilan tirez-vous du développement de ces activités ? Aujourd'hui, je pense que ça a été un pari gagnant, puisque nous avons, au-delà de diversification, nous avons de beaux équipements, de gros investissements ont été réalisés, et aujourd'hui, c'est toute une vie qui peut se faire sur notre territoire. Ces activités, elles génèrent davantage de chiffre d'affaires que le ski aujourd'hui? Oui, alors étonnamment, Ça, à la Colmiane... C'est super important à dire, hein, parce oui. que ça n'existe nulle part ailleurs, je crois. Hein, c'est que la Colmiane. Non, je pense qu'on est, on est une des seules communes, stations en France à générer plus d'argent et de chiffre d'affaires l'été que l'hiver. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à arrêter le ski à l'avenir? Alors, je pense que... Pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans notre. C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. En tout cas, évidemment, c'est une réflexion qu'on a eue. Comme beaucoup de stations, nous avons fait faire l'étude Clim Snow. Oui. Tout à fait, et qui a été étonnamment plutôt positive à notre égard, puisque elle montre que, en tout cas, les investissements qui ont été faits et qui devraient continuer à se faire sont une solution qui permettrait de garder l'activité ski, évidemment, sans garder le tout ski. Alors d'autres stations des Alpes-Maritimes regardent vers les activités d'été. Est-ce que vous ne craignez pas de pâtir de cette nouvelle forme de concurrence ? Alors effectivement, c'est une concurrence, à nous d'avoir cette intelligence et d'avoir une complémentarité sur nos différentes activités. Avec la tyrolienne de dingue que vous avez de l'avance.
hein, avant que d'autres stations puissent offrir cette Voilà, je activité-là. pense que ceux qui doivent développer l'été, et c'est important qu'ils le fassent, réfléchissent en ne faisant pas une Colmiane bis, mais chacun tire son identité et qu'on soit complémentaires, et ce sera toute la force de notre territoire. Est-ce que vous avez renoncé à installer des enneigeurs sur la piste la plus basse de la station, la piste de Saint-Dalmas, c'est ça, hein? Oui, alors c'était la grande discussion. C'était une grande discussion. C'est une discussion aujourd'hui que nous avons. Alors, redescendre complètement jusqu'au village, non, je pense qu'aujourd'hui, raisonnablement et au niveau des enjeux environnementaux, je pense que ça serait une erreur. Ouais. Reconstruire ce réseau qui est existant, hein, ça serait juste de le rénover. Donc c'est une question que nous nous posons. Donc nous avons un petit peu reprogrammé les investissements pour ne pas faire d'erreur. Au moins 3 gros hôtels de la Colmiane étaient à vendre ces dernières semaines. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors je pense que c'est cyclique, hein, de toute façon, il y a des choses et c'est très bien, et nous sommes en rapport avec des investisseurs qui souhaitent effectivement promouvoir et ont compris le développement de la Colmiane. Et ils savent qu'à la Colmiane, ils peuvent travailler toute l'année. Tout à fait. Et alors pour en finir avec la station et pour trancher un débat qui fait rage toujours au sein de la rédaction, est-ce que la Colmiane est une station de la Tinée ou de la Vésubie? Eh bien je pense que la Colmiane est tout simplement à Val-de-Blore. Et ni l'un ni l'autre, ni l'une. Nous sommes, alors administrativement, nous appartenons à la vallée de la Tinée, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Nous sommes à la Tinée, nous sommes à la Vésubie, nous appartenons à personne et nous sommes juste un territoire qui doit être uni. D'accord. La commune de Val-de-Blore, comme beaucoup d'autres, a subi les dégâts de la tempête Alex. Plus de 3 ans après, est-ce que la commune conserve des séquelles? Alors, je pense que malheureusement, nous allons conserver des séquelles pendant longtemps. Nous avons subi un traumatisme dramatique, jamais vécu depuis apparemment la Seconde Guerre mondiale. Ces traumatismes, ces stigmates, ils sont ancrés. Alors, on se reconstruit chaque jour. Quel regard vous portez sur l'enquête judiciaire qui fait grand bruit dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie, je vous vois sourire, à propos de possibles irrégularités dans les travaux qui ont suivi la tempête Alex? Alors, je dirais que je n'ai pas d'avis à donner. J'ai évidemment mon avis personnel, mais que je garderai pour moi. Cette affaire, elle est dans les mains de la justice. Il faut se rappeler qu'on est en France, et en France, on a la présomption d'innocence. Et je vais dire que ce sera peut-être un petit coup de gueule personnel, mais en tant que maire et en tant que représentant aussi de tous les habitants des vallées, de la Tinée, de la Vésubie, c'est difficile pour nous. Je vous l'ai dit, on sort d'un traumatisme. Ce n'est pas pour avoir à nouveau un traumatisme pour pointer des entreprises ou une institution. Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu malversation? Est-ce qu'il n'y a pas eu malversation? Écoutez, moi, ce que j'ai vu, c'est des entreprises travailler, du personnel sur le terrain, et je n'ai ni la compétence, ni l'expertise, et je ne suis pas femme de loi. Donc, je pense qu'il faut laisser un petit peu faire le travail de la justice et avoir confiance en ce qui a été fait. Et surtout en notre entreprise. Parce que nos entreprises, vous savez, sur notre territoire, c'est difficile d'y vivre. Ce sont des entreprises qui ont une réputation, qui ont bâti leur réputation sur leur travail. Et vous savez, sur des dires de cette ampleur-là, eh bien, vous détruisez ces entreprises. Ces entreprises, ce sont aussi des gens qui emploient, des gens qui vivent dans nos vallées. Ça vous tient d'autant plus à cœur que vous appartenez à une entreprise, enfin, votre famille possède une entreprise bien connue tout à fait. Elle était engagée dans ces travaux justement de reconstruction post-tempête? Pas du tout. Mais effectivement, donc je peux comprendre et me mettre à leur place, tout autant que les agents de la métropole. On pointe du doigt et c'est un peu facile. Je pense que ce sont des hommes et des femmes du travail et je pense qu'il faut avoir un petit peu de tolérance et surtout peut-être montrer les belles choses qui sont faites dans nos communes aussi. Du côté des habitants, quel sentiment prédomine? C'est la surprise, c'est la colère? Alors je pense qu'on passe par différents sentiments et la colère en fait partie, la déception aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre, travailler
paisiblement et se remettre et se reconstruire de ce traumatisme. Nice Matin a révélé qu'une expertise dédouanait les entreprises justement en charge de ces travaux et mettait plutôt en doute la gestion de cette crise par la métropole. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Alors écoutez, je ne suis pas, même si je suis conseillère métropolitaine, je ne fais pas partie des employés et des méthodes de travail qui sont mises en place par la métropole. Donc c'est pareil, ce sont des dires. Je n'ai pas, je ne veux pas remettre en cause nos institutions. C'est pareil, c'est en place et dans les mains de la justice. Elle seule dira si effectivement il y a eu une mauvaise gestion. Alors, pour changer de sujet, mais toujours à propos de la métropole, l'épisode un peu chaotique de la réfection des chaussées en vue du passage du Tour de France, c'est un épisode qui est oublié, qui est derrière nous. Il y a des belles routes maintenant ? Alors oui, en tout cas à Val-de-Blore, les travaux de voirie ont été faits, un peu précipitamment, mais en tout cas ils ont été faits et aujourd'hui, en tout cas sur la commune de Val-de-Blore, pour le passage du Tour de France, il n'y a aucun problème. C'est un petit peu plus compliqué sur les voies annexes et notamment suite à la tempête Alex. Et la commune est heureuse d'accueillir le Tour de France ? Bien sûr que nous sommes heureux d'accueillir, c'est un événement international qui est vu dans le monde et qui va avoir un coup de projecteur exceptionnel sur notre commune. Et on rappellera, notre réalisateur nous rappelle que c'est le 20 juillet que le Tour de France passera par Val-de-Blore. Il faut y monter, il faut profiter pour passer du temps là-haut. C'est ça, il faut venir se ressourcer et venir profiter effectivement de cet événement. Alors justement, le 19 janvier, un arrêté préfectoral a classé Val-de-Blore en commune touristique. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors en fait, nous l'étions déjà, commune touristique, donc c'est un renouvellement tout simplement, mais c'est surtout, et nous en avons parlé avec nos services, ça va être un tremplin pour essayer d'obtenir maintenant le classement des stations de tourisme. Et ça change quoi exactement ? Qu'est-ce que vous attendez de ça ? C'est une visibilité un petit peu différente, ça va être une visibilité un petit peu différente et puis ça va nous permettre peut-être d'avoir des moyens supplémentaires pour mettre en place des choses avec des services, par exemple, de proximité. D'accord. Deux de vos voisines, les maires de La Bolène-Vésubie et de Venançon, se sont abstenus sur le vote du budget de la métropole pour 2024. Pourquoi pas vous ? Alors, j'ai hésité, sachez-le, j'ai hésité et puis... nous avons eu certaines explications sur ce budget et je pense qu'il faut aussi faire confiance à ce qui nous a été remis. Nous avons eu un conseil des maires précédemment. Je reste prudente sur évidemment ce qui va être fait et je serai toujours très vigilante. Ce qui ne m'empêchera pas de dire si des choses ne me conviennent pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu des enfants gâtés de la métropole ? Parce que quand on connaît bien le territoire, quand on passe par exemple de la CCPP au territoire de la métropole, on voit des villages qui sont dans un état incroyablement bien entretenu côté métropole, beaucoup moins dans d'autres collectivités, et pourtant des maires qui se plaignent assez souvent, qui sont en train de renacler, de râler, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de votre côté un syndrome d'enfant un peu trop gâté ? Alors, est-ce que le fait de poser des questions ou le fait de défendre sa commune veut dire que nous sommes des enfants gâtés ? Je ne crois pas, je crois que juste nous sommes des élus engagés et qui défendons notre commune. Après, évidemment, c'est pas pour râler. C'est juste pour exprimer certaines choses. Mais les relations avec la métropole sont bonnes autrement ? Oui. Ouais, ça se passe bien. Bon. Vous avez été élu sans étiquette en 2020. Vous adhérez depuis aux Républicains. Pourquoi ? Alors non, j'ai toujours été de conviction les Républicains, mais il faut savoir qu'effectivement, et je me présenterai, prochaines élections, toujours sans étiquette, parce que vous savez, dans nos petites communes, ce n'est pas l'étiquette politique qui va faire qu'un maire est meilleur qu'un autre, c'est juste une équipe municipale de divers bords avec le respect que l'on se doit. Voilà. Et est-ce que vous êtes de ces maires de la métropole que l'on qualifie de ciotistes ? Vous êtes proche d'Éric Ciotti, pour être clair. Écoutez, c'est ce qu'on dit, que c'est quelqu'un que vous appréciez, dont vous êtes assez proche. Oui, alors après, on a le droit d'avoir aussi nos affinités au-delà de la politique. Mais aujourd'hui, le président du parti qu'incarne Éric Ciotti, c'est quelqu'un qui vous va bien ? C'est-à-dire que le parti est bien tenu aujourd'hui par Éric Ciotti ? Oui, je soutiens Éric Ciotti au niveau de ce parti. Effectivement, c'est un homme fiable et droit. Ça correspond à vos convictions ? Oui. Parce qu'on l'accuse de diriger le parti très, très à droite, voire à l'extrême droite. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous avez des difficultés ?
Pas du tout, non, je ne pense pas qu'il soit à l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite existe-t-elle encore? Non, je pense qu'il y a des gens avec des convictions peut-être plus fortes. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'état de notre pays, il faut des hommes forts et avec des convictions fortes. Comment vous vivez la guerre, Christian Estrosi, Éric Ciotti, vous qui êtes sur le territoire de la métropole, donc aux premières loges, en plus au-dessus de la vallée de la Vésubie, c'est-à-dire le cœur des enjeux fratricides. Au-dessus de la mêlée. Oui. Comme vous l'avez dit, je reste au-dessus de la mêlée et je regarde tout ça avec un œil tout à fait... écoutez, la guerre, elle est entre deux hommes, elle est pas, je n'en fais pas partie. Ça complique pas la vie d'un maire? Évidemment, mais je pense que voilà, il faut que nous restions à notre place. Nous avons besoin de chaque institution pour travailler et voilà, je le redis, notre engagement est de représenter notre commune et nos administrés et c'est ce que je fais. Alors pour refermer le chapitre politique, une question sur la montée de l'extrême droite et particulièrement le Rassemblement national. C'est quelque chose d'assez fort dans l'arrière-pays. Est-ce que vous le ressentez sur la commune ? Oui, oui, bien sûr, comme toutes les communes du département, effectivement, la montée du RN est assez forte. Vous l'expliquez comment? Parce que le credo du RN, ça a beaucoup été la lutte contre l'immigration. Est-ce qu'il y a des problèmes d'immigration? Est-ce qu'il y a des problèmes de délinquance, d'insécurité à Val-de-Blore particulier qui peut expliquer pourquoi tant de gens votent RN? Non, je pense qu'il y a peut-être une droite qui a déçu et certaines personnes ne se retrouvent plus effectivement dans cette droite et ils ont des convictions qui visiblement vont un peu plus à droite. Le lycée de la Montagne à Val-de-Blore fait partie de ces établissements d'arrière-pays qui ont énormément de mal à trouver des enseignants. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce qu'il y a des solutions ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Val-de-Blore qu'on a du mal à trouver des enseignants, c'est un petit peu partout. À Val-de-Blore, pas plus qu'ailleurs finalement. C'est juste qu'on l'a peut-être plus médiatisé, mais c'est un problème. Tout le rural, quoi, toutes les communes rurales. Toutes les communes rurales, mais je pense que nous avons déjà des problèmes aussi, et c'est un problème national. Mais il y a des solutions, d'après vous, pour arriver à attirer davantage d'enseignants dans les établissements ruraux? Oui, parce que quand on a une commune attractive et dynamique, eh bien écoutez, c'est plus facile. Oui, mais ce n'est pas le cas encore manifestement à Val-de-Blore. Oh ben, mais pas plus que je vous invite à venir voir tout ça. Je ne dis pas l'attractivité, mais ce que je veux dire, c'est que vous souffrez quand même encore de difficultés de recrutement, comme à Saint-Étienne-de-Tinée, comme dans tous les établissements d'arrière-pays. Tout à fait, bien sûr. Mais on s'aperçoit qu'on a quand même, on arrive finalement tout doucement à pallier à ces problèmes. D'accord. Alors, j'enchaîne justement sur les services publics d'une manière générale. Val-de-Blore souffre-t-il de désertification en termes de soins et de services publics? On se souvient qu'il y avait eu un problème de facteurs, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos inquiétudes? C'est essentiel. C'est dans notre mandat de maire, le service de proximité est quelque chose d'essentiel. La désertification médicale, c'est pareil, elle est au plan national. Nous y travaillons. J'ai la chance, moi en tout cas, d'avoir une maison de santé avec 2 jeunes médecins qui sont très actifs sur le sujet. Et nous travaillons avec l'ensemble des maires de la vallée de la Tinée et de la Vésubie sur ce problème de désertification. Et surtout, nous avons des médecins d'ici 5 ans qui seront quasiment tous à la retraite. Et nous essayons de trouver des solutions pour nos administrés. Et donc c'est au coup par coup, avec une maison médicale par exemple. Voilà, parce qu'on peut construire des bâtiments, mais il faut les remplir. Vous m'avez dit en préparant cette émission, il y a aussi des choses très positives à dire. Est-ce que vous avez des annonces à faire pour Val-de-Blore, des choses que vous voulez mettre en avant dans la vie de la commune? Oui, alors c'est pour vous dire aussi que tout à l'heure, on en parlait, nos communes rurales, nos communes de montagne, elles vivent. Ouais. Elles vivent et elles vivent pas si mal que ça. Particulièrement Val-de-Blore, il faut être honnête. Alors, il faut être honnête. Alors, j'ai la chance aussi d'avoir une très belle commune qui avait déjà un tourisme très développé. Et voilà, donc il faut maintenant mettre en valeur, réhabiliter et travailler et main dans la main avec toutes les communes autour pour que nous trouvions effectivement des choses à proposer à toutes les personnes qui souhaiteraient venir en montagne. L'an dernier, vous aviez prétexté un manque de logement dans votre commune pour justifier que vous ayez eu recours à un appartement municipal qui était la propriété donc, de la commune. Face à la polémique, le loyer mensuel avait été relevé de 100 à 425 €. Vous y vivez toujours dans cet appartement? Ah non, j'ai déménagé depuis, suite
voilà, à mes Un problèmes souci, un accident de personnels vie qui comme on le ne connaît doivent tous. rester que personnels. Bien sûr. Effectivement, et vous voyez, même ma mère a des difficultés à Ouais. trouver un logement. C'est le cas de mes administrés. Je n'ai pas été plus favorisée que qui que ce soit. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai acheté dans le village et je vis sur ma commune sereinement. À un moment, Comment vous craignez d'être obligé de quitter Val-de-Blore, vous n'avez pas quitté Val-de-Blore alors hein? Pas du tout, il n'en a jamais été question. Super. Et comment vous avez vécu cette polémique Très mal. Très mal. C'est dans un moment de vie où justement on est fragilisé. C'est pas le moment d'en rajouter et donc forcément très mal. Voilà, aujourd'hui je sais sur qui je peux compter. Avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Carole Servel, vous êtes une jeune élue, maire seulement depuis 2020. Est-ce que vous avez l'intention de rempiler en 2026 ? Eh bien écoutez, je le dis toujours, je suis une femme d'engagement et oui, j'ai bien l'intention de continuer ce pourquoi je me suis engagée. Ça veut dire que c'est les projets qui vous poussent, c'est aussi la fonction qui est enthousiasmante. On a parlé de rapports un peu violents, parfois un peu difficiles, etc. Malgré tout, vous êtes motivé par quoi en fait ? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui ? Alors je pense que c'est le défi, c'est le challenge. Et puis quand on parle d'engagement, quand on décide de faire quelque chose, je l'ai pris finalement cette fonction à bras-le-corps, avec passion, avec détermination, avec mon équipe, parce que je ne suis pas toute seule. Et effectivement, nous avons remonté financièrement cette commune. Nous avons traversé de grosses tempêtes, hein, puisque la crise sanitaire, la tempête Alex, la crise financière. Et aujourd'hui, voilà, émergent différents projets et je pense que pour la bonne gestion aussi de la commune, une continuité de cet engagement est indispensable. Voilà. Vous pensiez devenir maire, c'est quelque chose que vous aviez dans un coin de votre tête? Absolument pas. Absolument pas. Donc ça vous est tombé dessus d'une certaine manière? Un petit peu, alors je pense que, bon, même si je ne crois pas au hasard, effectivement ça a été un petit peu différent pour ma part, mais ça s'est fait surtout naturellement et toujours dans le bon sens, avec la bonne intelligence, puisque ça a été une réflexion commune, puisque nous avons changé suite au premier tour des élections la tête, puisque ce n'était pas moi au départ Absolument, qui était ouais, présenté, c'est ce qu'il faut voilà, rappeler. mais ça a été fait effectivement à la demande de mon candidat précédent, avec une réflexion sur l'ensemble de l'équipe. Merci beaucoup Carole Servel, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.